La famille de son mari lui a donné un chien en héritage après la mort de son époux. Il pensait que c'était l'insulte ultime. Il n'avait aucune idée que ce même chien l'amènerait à un trésor caché. Et ce que la famille a fait ensuite vous laissera en larmes. Mais le karma leur a rendu visite. Nana Ama remarqua le changement chez Kojo avant que quiconque ne l'admette. Il ne finissait plus ses repas, ne riait plus aux petites blagues d'Arjua, et passait de longues minutes à fixer le vide. Quand elle lui demandait ce qui n'allait pas, il répondait toujours que ce n'était que de la fatigue. Il promit qu'il se reposerait après la semaine suivante. Un soir, la respiration de Kojo devint superficielle. Nana Ama s'assit à côté de lui sur le lit et lui prit la main, appelant son nom encore et encore. Arjua se tenait sur le seuil, serrant son cartable, bien qu'il fût déjà tard. Kojo essaya de parler, mais les mots ne vinrent pas. Nana se précipita pour appeler un voisin à l'aide, puis revint, terrifiée par ce qu'elle pourrait trouver. Quand ils arrivèrent à la clinique, le visage de l'infirmière avait déjà changé. Nana Ama entendit le médecin parler, mais les mots lui semblèrent lointains, comme s'il s'adressait à quelqu'un d'autre. Kojo était partie. Elle ne hurla pas. Elle ne s'effondra pas. Elle se contenta de fixer le vide, comme si ses yeux pouvaient forcer une autre vérité. Quand ils rentrèrent à la maison, Nana Ama s'assit par terre, Arjua dans ses bras. Les mains de la fillette tremblaient en touchant la joue de sa mère. « Maman, est-ce que papa va revenir ?» demanda-t-elle. Nana Ama regarda le visage de sa fille et lutta pour respirer. « Non, dit-elle doucement. Il ne reviendra pas. » Le lendemain matin, la famille de Kojo arriva. Ils ne vinrent pas en douceur. Papa Ebo, le frère aîné de Kojo, entra le premier, suivi de tante Lydia et de 2 autres parents. Nana Ama se leva, essuyant rapidement son visage, essayant de paraître composée. Elle s'attendait à des mots de réconfort. Au lieu de cela, Papa Ebo regarda autour de la pièce comme s'il inspectait une propriété. Les yeux de tante Lydia balayèrent les vêtements de Nana Ama, son visage fatigué, et le coin où Kojo avait l'habitude de s'asseoir. « Donc, c'est arrivé, dit tante Lydia. Cette maison est devenue silencieuse. » Papa Ebo hocha une fois la tête. « Où sont les documents de Kojo ?» demanda-t-il. Nana Ama cligna des yeux. « Quels documents ?»« Ceux qui comptent, » répondit Papa Ebo. « Ces papiers, ces titres de propriété, ces affaires bancaires. Il y a des choses que nous devons sécuriser. » Nana avala sa salive. « Je ne sais pas où tout se trouve. » Kojo s'occupait de beaucoup de ces choses. La bouche de tante Lydia se crispa. « C'est bien le problème. Une femme qui ne peut même pas gérer des documents veut rester dans la maison d'un homme comme si elle lui appartenait. » Nana se tint droite. « Je suis sa femme. Je suis en deuil. Parlez avec respect. » La voix de Papa Ebo resta calme, mais elle contenait un avertissement. « Le respect se mérite. Pour l'instant, concentre-toi sur te maîtriser. Nous nous occuperons des affaires familiales. » Arjua se rapprocha de sa mère et serra fermement son pagne. Nana Ama posa une main sur la tête de l'enfant, sentant le léger tremblement de son corps. À ce moment-là, elle comprit une chose clairement, Kojo était mort, mais une autre bataille commençait, et elle s'annonçait sans pitié pour elle et sa fille. Les jours qui suivirent la mort de Kojo passèrent lentement, chacun plus lourd que le précédent. Nana Ama dormait à peine. Quand elle y parvenait, elle se réveillait en cherchant une voix qui n'était plus là. Arjua restait près d'elle, étrangement silencieuse, observant chaque mouvement des adultes autour d'elle avec des yeux attentifs. La famille de Kojo prit le contrôle total de la maison. Papa Ebo parlait aux visiteurs comme si Nana Ama n'était pas présente. Quand les anciens venaient discuter des arrangements funéraires, ils s'adressaient directement à lui. Nana, assise sur un tabouret en bois dans un coin, écoutait les décisions concernant le corps de son mari, la date de l'enterrement et ses droits, sans qu'on lui demande son avis. Quand elle essayait de parler, tante Lydia l'interrompait. « Ces questions concernent les hommes et les anciens, disait-elle fermement.
Et ne te surcharge pas, Nana Ama leva lentement les yeux. C'était mon mari. Je devrais savoir où il sera enterré. Papa Ebo n'éleva pas la voix. Tu le sauras quand ce sera le temps. Pour l'instant, occupe-toi de ta fille. Les mots semblaient gentils, mais il fermait la porte. Nana Ama comprit qu'on l'écartait soigneusement, délibérément. Le soir, elle s'asseyait avec Arjua et lui racontait des histoires sur son père. Elle parlait de la façon dont Kojo la portait sur ses épaules et de sa mémoire infaillible pour ses jours d'école. Arjua écoutait attentivement, comme si elle mémorisait son père à travers les mots. Un après-midi, Nana Ama surprit une conversation qu'elle n'était pas censée entendre. Papa Ebo et tante Lydia parlaient dehors. Elle est trop silencieuse, dit tante Lydia. Ce genre de femme est dangereux. Elle fera semblant de ne rien savoir, puis elle réclamera tout. Papa Ebo répondit, elle ne réclamera rien. Elle n'a ni éducation ni soutien. Quand le testament sera lu, elle comprendra sa place. Nana ferma les yeux. Ses mains tremblèrent, mais elle ne pleura pas. Elle avait assez pleuré. La veille de l'enterrement, tante Lydia l'appela à part. Ne nous fais pas honte demain, dit-elle. Habille-toi correctement. Ne parle pas à moins qu'on te le demande. Les gens nous observent. Nana hocha la tête. Je me comporterai avec dignité, répondit-elle. Tante Lydia fronce légèrement les sourcils, mécontente du calme dans sa voix. L'enterrement se déroula dans le silence. Nana Ama se tenait près de sa fille tandis que Kojo était mis en terre. Elle ne s'évanouit pas. Elle ne cria pas. Elle murmura simplement un dernier adieu quand personne n'écoutait. Après l'enterrement, la famille se rassembla à nouveau. Papa Ebo annonça que la lecture du testament aurait bientôt lieu. Nana sentit une oppression dans sa poitrine. Elle n'attendait pas de gentillesse, mais elle espérait de la justice. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée près d'Arjua, Nana Ama fixa l'obscurité et prit une décision silencieuse, quoi qu'il arrive, elle le supporterait. Pas par orgueil, pas par colère, mais pour la petite fille qui respirait régulièrement à ses côtés et dépendait plus que jamais de sa force. Le matin de la lecture du testament arriva sans cérémonie. Il n'y avait plus de sentiment de deuil dans la maison, seulement de la tension. Nana Ama habilla Arjua avec soin et tressa ses cheveux soigneusement. Elle s'habilla simplement en noir et rappela à sa fille de rester silencieuse, peu importe ce qui serait dit. La famille élargie remplit la cour. Certains s'assirent sur des bancs, d'autres s'appuyèrent contre les murs en chuchotant. Nana Ama reconnut de nombreux visages, mais ne reçut aucun salut. Elle s'assit en bordure de l'assemblée, Arjua serrée contre elle. Papa Ebo s'éclaircit la gorge et se leva. Les murmures s'estompèrent. Il tenait un document plié dans sa main et parla lentement, comme si chaque mot portait un poids. Comme les anciens l'ont examiné, commença-t-il, il a été convenu que ses terres, sa maison et ses biens restants resteront dans la famille. Nana sentit sa poitrine se serrer, mais elle resta immobile. Ces propriétés n'ont pas été acquises par Kojo seul. Papa Ebo continua. Elles font partie d'un héritage familial. Quelques parents hochèrent la tête en signe d'approbation. Tante Lydia croisa les bras, observant Nana Ama attentivement. Papa Ebo fit une pause, puis regarda directement Nana Ama. Quant à la veuve de Kojo, dit-il, il y a quelque chose pour elle. L'assistance se pencha légèrement en avant. Papa Ebo fit un geste de la main. Un des jeunes hommes s'avança, tenant une corde. À son extrémité se trouvait le chien de la famille, Paix. L'animal résistait, confus par le rassemblement, son corps frêle tremblant. Pendant un moment, Nana Ama ne comprit pas ce qu'elle voyait. Puis Papa Ebo parla à nouveau, ce chien appartenait à Kojo. C'est la part qui est réservée à sa femme. Un éclat de rire se déclencha presque immédiatement. Tante Lydia sourit. Au moins, elle ne sera pas seule, dit-elle. Peut-être que cela la protégera de la faim. Une autre voix ajouta, un chien convient mieux à son avenir que des terres. Nana sentit son visage brûler. Ses oreilles bourdonnaient, mais elle garda la tête haute. Arjua serra plus fort le bras de sa mère.
Papa Ebo la regardait attentivement. Acceptez-vous? Nana regarda le chien. Paix se dirigeait vers elle, la queue remuant faiblement. Elle se souvenait de Kojo le nourrissant à la main, lui parlant comme à un ami. Oui, dit Nana doucement. J'accepte. Les rires s'estompèrent, remplacés par des murmures de surprise. Personne ne s'attendait à ce qu'elle accepte si facilement. Papa Ebo hocha une fois la tête. Alors c'est réglé. Nana tendit la main et prit la corde des mains du jeune homme. Paix se blottit immédiatement contre ses jambes. Elle ne remercia personne. Elle ne supplia pas. Elle resta simplement assise en silence jusqu'à la fin de la réunion. Quand les gens commencèrent à partir, tante Lydia passa devant elle et s'arrêta. « Ne te plains pas plus tard, dit-elle. Tu as reçu ce qu'on t'a donné. » Nana Ama la regarda calmement. « J'ai reçu plus que vous ne le comprenez. » Tante Lydia ricana et s'éloigna. Quand Nana se leva pour partir, ses jambes semblaient faibles. Le poids dans sa poitrine l'écrasait enfin. Elle serra Arjua contre elle et s'éloigna avec le chien à ses côtés, sachant que la dignité qui lui restait serait désormais mise à l'épreuve de manière qu'elle ne pouvait pas encore imaginer. La maison ne semblait plus un foyer après la lecture du testament. Nana Ama le sentait dans la façon dont les gens évitaient son regard et parlaient par-dessus elle. Même les murs semblaient rejeter sa présence. Elle resta dans un coin avec Arjua et Paix, attendant ce qu'elle savait venir ensuite. Ce soir-là, Papa Ebo l'appela à part. Il ne l'invita pas à s'asseoir. « Vous devriez faire des arrangements, dit-il. Vous ne pouvez pas rester ici. » Nana inspira lentement. « Je ne demande pas la maison. Je demande seulement une pièce, un endroit où ma fille et moi pourrions dormir. » Papa Ebo secouait la tête. « Les pièces seront louées. La famille a besoin d'argent. » Tante Lydia, qui écoutait, s'avança. « Vous devriez aller dans la vieille maison, » ajouta-t-elle. « Celle que Kojo était en train de construire. Elle est inachevée, mais c'est mieux que rien. » Nana la regarda. « Cette maison n'a ni porte ni toit décent. Mon enfant ne peut pas y rester. » L'expression de tante Lydia se durcit. « Vous auriez dû y penser avant d'épouser au-dessus de votre condition. » Le mot la frappa profondément, mais Nana Ama ne répondit pas. Elle baissa les yeux et hocha une fois la tête. Cette nuit-là, elle fit ses bagages en silence. Elle plia ses vêtements, enveloppa les livres d'école d'Arjua dans un tissu et attacha ensemble leurs casseroles. Personne ne lui offrit d'aide. Personne ne lui demanda où elle irait. Alors qu'elle se préparait à partir, Arjua s'assit par terre et serra fort le chien Paix. « Maman, chuchota-t-elle, est-ce qu'on est puni ?» Nana s'agenouilla devant elle. « Non, dit-elle doucement. On est mis à l'épreuve. » Avant l'aube, Nana souleva son fardeau sur sa tête. Arjua lui tenait la main. Paix marchait près d'elle, alerte et stable. Elles quittèrent la cour sans un au revoir. La vieille maison se dressait au bord du terrain que Kojo lui avait montré avec fierté. Il avait parlé de la terminer et de la remplir de rire. Maintenant, elle se tenait à moitié construite, silencieuse et vide. À l'intérieur, le sol était nu. Il n'y avait pas de porte au cadre, seulement des tissus suspendus. Nana déposa leurs affaires et s'assit par terre. Pour la première fois depuis la mort de Kojo, ses larmes coulèrent librement. « Je ne te décevrai pas, » murmura-t-elle à sa fille. Le lendemain matin, Nana Ama recommença. Elle alla au marché demander un espace pour vendre son savon. Certaines femmes la repoussèrent. D'autres chuchotèrent. Une femme plus âgée hocha la tête et lui accorda un petit coin. Paix resta à proximité, observant tous ceux qui passaient. Ce soir-là, le fils de Papa Ebo vint à la vieille maison avec un message. « Vous devez rendre les outils de Kojo, dit-il. Ils appartiennent à la famille. » Nana les lui remit sans discuter. Alors qu'il partait, elle sentit quelque chose s'installer en elle. Il lui avait pris son foyer, son confort et sa voix. Ce qu'il ne pouvait pas lui prendre, c'était sa volonté de survivre. Et avec sa fille et le chien à ses côtés, elle se prépara à une vie qui exigerait de la force chaque jour. Les premières semaines dans la vieille maison furent les plus difficiles que Nana Ama ait jamais connues.
Chaque jour exigeait des décisions bien au-delà de ses forces. Elle se levait tôt, préparait la peu de nourriture qu'elle pouvait et envoyait Arjua à l'école avec des encouragements silencieux, même quand elle ne savait pas comment elle paierait les prochains frais de scolarité. Les murs inachevés n'offraient aucun réconfort. Nana Ama utilisait des tissus pour boucher les ouvertures, créant un petit sentiment d'intimité. La nuit, elle dormait légèrement, toujours alerte. Paix se couchait près de l'entrée, se levant au moindre mouvement, comme s'il comprenait sa nouvelle responsabilité. Au marché, Nana Ama vendait son savon patiemment. Certains clients la reconnaissaient et s'éloignaient. D'autres posaient des questions chargées de jugement. « Est-ce vrai qu'ils ne vous ont donné qu'un chien ?» demanda une femme. Nana la regarda calmement dans les yeux. « Oui. » La femme secouait la tête. « Les gens sont cruels. » Quelques clients lui achetaient par gentillesse plus que par besoin. Nana Ama acceptait chaque vente avec gratitude. Elle ne se plaignait pas. Elle ne mendiait pas. Un après-midi, Arjua revint de l'école la tête basse. « L'enseignante a dit que je devais apporter le reste des frais demain, dit-elle doucement. Et sinon, je ne pourrais pas rester. » Nana Ama sentit la tension familière dans sa poitrine. Elle compta ses gains de la journée et savait que ce n'était pas assez. Elle sourit à sa fille quand même. « Va te laver, dit-elle. Je trouverai une solution. » Ce soir-là, Nana Ama se rendit dans la zone agricole près de la vieille maison et ramassa des cabosses de cacao tombées. Elle avait appris depuis longtemps à les utiliser pour fabriquer son savon. Paix la suivait de près, s'arrêtant parfois pour renifler le sol avant de continuer. Au fil des jours, Nana Ama remarqua que le chien s'éloignait rarement d'Arjua. Quand des inconnus passaient près de la vieille maison, Paix se tenait en alerte. « Tu vois, dit Arjua fièrement, Paix nous protège. » Nana Ama sourit faiblement. « Oui, c'est vrai. » Malgré son épuisement, Nana Ama refusait de retourner chez la famille de Kojo pour mendier. Elle se souvenait des mots de tante Lydia et de la voix froide de papa Ebo. Ce n'était pas une question d'orgueil. C'était une question de survie. Une nuit, alors qu'elle comptait le peu d'argent qu'elle avait économisé, Nana Ama parla à voix haute. « Kojo, si tu m'entends, guide-moi. Je ne permettrai pas que notre enfant souffre. » Paix leva la tête et la regarda comme s'il écoutait. Le lendemain matin, Nana Ama attacha soigneusement son savon et se prépara pour une autre longue journée. Elle ne savait pas encore que le même sol qu'elle foulait à la recherche de survie cachait quelque chose qui changerait bientôt sa vie de manière inattendue. Le changement de comportement de Paix fut d'abord lent, presque facile à ignorer. Nana Ama le remarqua un après-midi à son retour du marché. Le chien ne se reposait pas près de l'entrée comme d'habitude. Au lieu de cela, il était à l'extrémité du terrain, près d'un vieux cacaoyer, grattant le sol avec une urgence inhabituelle. « Paix, arrête ça !» appela Nana. « Tu vas te blesser. » Le chien s'arrêta, la regarda brièvement, puis continua de creuser. Nana secouait la tête et rentra. Elle supposa que le chien poursuivait des insectes ou répondait à une odeur. Les animaux se comportaient souvent étrangement, surtout après tant de changements. Le lendemain, cela se reproduisit. Paix creusait au même endroit, aboyant doucement et grattant la terre avec détermination. Nana Ama l'observa un moment, puis retourna à son travail de savon. Le troisième jour, le chien refusa de quitter l'endroit même quand Arjua l'appela. « Paix, viens, dit Arjua. Maman a besoin d'aide. » Le chien aboya brusquement, puis retourna creuser. Ce soir-là, Nana Ama le gronda. « Tu détruis le sol. Cette terre est tout ce que nous avons. » Paix baissa brièvement la tête, puis revint vers l'arbre et gratta à nouveau. Arjua tira sur le pagne de sa mère. « Maman, dit-elle doucement, il retourne toujours au même endroit. Peut-être qu'il veut qu'on voie quelque chose. » Nana soupira. Les chiens ne cachent pas de secrets. Mais la persistance du chien la troublait. Les 2 jours suivants, Paix devint agitée, refusant parfois de manger, revenant toujours au même endroit. Il aboyait la nuit, alerte et concentré. Le 5e jour, Nana Ama céda. Plus par épuisement que par conviction, elle alla chercher une houe. « Si tu ruines ce sol, ce sera de ta faute, dit-elle au chien. » Paix aboya une fois et s'écarta.
Nana Ama frappa le sol avec précaution. La terre était ferme, mais pas impossible à travailler. Après plusieurs coups, la houe heurta quelque chose de solide. Le son était sourd et sans équivoque. Nana se figea. Elle s'agenouilla et écarta la terre avec ses mains. Son cœur se mit à battre plus vite. Sous la poussière se trouvait un coffre en métal noirci par le temps. L'Arjua, dit-elle doucement, apporte-moi le tissu. Elles découvrirent un coffre en fer rouillé. Il était lourd et ancien. Nana le fixa, trop effrayée pour l'ouvrir. Paix s'assit à côté d'elle, l'observant attentivement. Avec des mains tremblantes, Nana Ama força l'ouverture. À l'intérieur se trouvaient des pots en argile soigneusement enveloppés dans du tissu. Elle en souleva un et l'ouvrit. Son souffle se coupa. À l'intérieur se trouvaient des bijoux en or, intacts malgré le temps. Elle ouvrit un autre pot, puis un autre. Chacun contenait la même vérité éclatante. Nana Ama s'effondra par terre, submergée. Elle ne cria pas. Elle ne rit pas. Des larmes coulèrent sur son visage alors que la compréhension s'installait lentement. Ce n'était pas le hasard. Ce n'était pas de la chance. Kojo avait préparé un avenir qu'il n'avait jamais vécu. Pendant un long moment, Nana Ama ne put bouger. Elle resta assise par terre à côté du coffre ouvert, fixant l'or comme s'il pouvait disparaître si elle détournait les yeux. Ses mains tremblaient et sa poitrine se soulevait de manière irrégulière. Elle pensait aux nombreuses nuits où elle s'était couchée affamée, aux insultes qu'elle avait avalées, et aux chiens qui avaient refusé de quitter cet endroit. Arjua rompit le silence. « Maman, dit-elle doucement, est-ce pour ça que Paix creusait ?» Nana hocha lentement la tête. Elle tendit la main pour toucher un collier, puis la retira comme si c'était trop réel pour y croire. « Oui, dit-elle. C'est ce qu'il voulait qu'on voie. » Arjua sourit, puis commença à applaudir. « Maintenant, tout ira bien, dit-elle avec une confiance que seul un enfant peut avoir. » Nana referma soigneusement le coffre et le couvrit d'un tissu. Sa joie était mêlée de peur. Elle savait ce que la cupidité pouvait faire aux gens. La famille de Kojo lui avait déjà montré cela. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle déplaça le coffre dans la maison et plaça des objets lourds dessus. Paix se coucha à côté, refusant de bouger. Le lendemain matin, Nana se rendit au marché comme d'habitude. Elle ne parla pas de sa découverte, mais les gens remarquèrent le changement en elle. Elle se tenait plus droite. Ses yeux ne portaient plus le même désespoir silencieux. En début d'après-midi, quelqu'un avait vu le sol remuer près du cacaoyer. Avant le soir, Papa Ebo arriva avec tante Lydia. Ils ne la saluèrent pas. Leurs yeux se déplacèrent rapidement autour de la vieille maison. « Nous avons entendu quelque chose d'inhabituel, dit Papa Ebo. Les gens parlent. » Tante Lydia s'avança. « On dit que tu as trouvé quelque chose sur cette terre. » Nana Ama soutint leur regard calmement. « Oui, dit-elle. J'ai trouvé ce qui appartenait à mon mari. » Le visage de Papa Ebo se crispa. « Cette terre appartient à la famille. Tout ce qui y est enterré ne t'appartient pas seul. » « Quand j'avais faim, aucun de vous n'est venu, répondit Nana. Quand j'ai été chassée, aucun de vous ne m'a suivi. Cela a été enterré par mon mari. C'est pour son enfant. Tante Lydia ricana. Ne fais pas semblant d'être sage maintenant. Apporte-le à la maison familiale pour le mettre en sécurité. Nana Ama secouait la tête. Non. Le refus les mit en colère. La voix de Papa Ebo se durcit. Si tu refuses, nous porterons cette affaire devant les anciens. Vous pouvez, dit Nana. Je n'ai pas peur. Ils partirent en colère. Ce soir-là, Nana Ama serra Arjua contre elle. Quoi qu'il arrive, dit-elle, nous dirons la vérité. Paix était couché à leurs pieds, silencieux et vigilant. Leur avait apporté l'espoir, mais il avait aussi réveillé la même cruauté que Nana pensait avoir fui. Cette fois, cependant, elle ne se tenait plus les mains vides. Les jours qui suivirent furent remplis de tension. Nana Ama limita ses déplacements et garda le coffre caché. Elle continua à aller au marché, refusant de changer sa routine, mais resta alerte. Paix la suivait partout, comme s'il sentait le danger.
Papa Ebo revint 2 fois, chaque visite plus froide que la précédente. Il parlait avec soin, comme s'il essayait de paraître raisonnable. « Nana Ama, dit-il lors de la 2e visite, tu penses de manière émotionnelle. Cet or est trop pour une seule femme. Il appartient à la famille. Laisse-nous le garder correctement. » Nana le regarda fixement. « Quand mon enfant a failli être renvoyé de l'école, aucun de vous n'a offert d'aide. Ne me parle pas de famille maintenant. » Tante Lydia le rejoignit, son ton tranchant. « Ne laisse pas l'orgueil te détruire. Tu es toujours une veuve sous cette famille. » Nana répondit calmement. « Je suis une mère avant tout. » Quand la persuasion échoua, les menaces suivirent. Papa Ebo l'avertit que les anciens ne toléreraient pas la désobéissance. Tante Lydia suggéra qu'elle pourrait être chassée de la terre entièrement. Nana Ama n'argumenta pas. Elle se prépara silencieusement à ce qui allait venir. Le jour de la réunion des anciens, Nana Ama s'habilla soigneusement et tint fermement la main d'Arjua. Plusieurs femmes du marché la suivirent, non invitées mais déterminées. Elles avaient vu sa lutte et ne resteraient pas silencieuses. Devant les anciens, Papa Ebo parla en premier. Il accusa Nana Ama de cacher des biens familiaux et de manquer de respect à la tradition. Tante Lydia ajouta que Nana avait toujours été têtue et ingrate. Quand on demanda à Nana de parler, elle se leva lentement. « J'étais mariée à Kojo dans cette communauté, dit-elle. Quand il est mort, on s'est moqué de moi, on m'a refusé un abri et on m'a donné un chien en héritage. Je l'ai accepté sans me plaindre. » Elle se tourna légèrement et désigna Paix, qui était assis tranquillement à proximité. « Ce chien m'a suivi quand on m'a chassé. Il a protégé mon enfant. Il m'a mené à ce que mon mari avait enterré. Si la cupidité ne vous avait pas aveuglé, rien de tout cela ne serait arrivé. » Les femmes du marché parlèrent ensuite. Elles décrivirent les difficultés de Nana Ama, sa dignité et son refus de mendier. Les anciens écoutèrent attentivement. Après un long silence, le plus âgé d'entre eux prit la parole. « La famille a agi sans pitié. Ce que Kojo a enterré appartient à sa femme et à son enfant. » Papa Ebo protesta, mais la décision était finale. Le visage de tante Lydia se durcit de colère. Nana s'inclina respectueusement et partit sans célébration. Dehors, Arjua sourit. « Maman, nous avons gagné. » Nana secouait doucement la tête. « Non, dit-elle. Nous avons survécu. » Derrière elle, les mêmes parents qui avaient ri pendant la lecture du testament les observaient en silence, réalisant que leur cruauté avait finalement été exposée. La décision des anciens n'apporta pas une paix immédiate. Nana Ama retourna à la vieille maison, consciente que le ressentiment la suivait toujours. Papa Ebo et tante Lydia ne lui parlèrent plus, mais leur silence était chargé de colère plutôt que d'acceptation. Nana Ama se concentra sur des questions pratiques. Elle vendit une petite partie de l'or par l'intermédiaire d'un commerçant de confiance recommandé par les anciens. Elle n'annonça pas ses actions. Elle ne célébra pas. Elle agissait prudemment, consciente que la richesse soudaine pouvait attirer une attention indésirable. Avec le premier argent, elle paya intégralement les frais de scolarité d'Arjua. Quand elle remit le reçu à l'enseignante, la femme la regarda avec surprise. « Vous avez tout réglé ?» dit l'enseignante. « Oui » répondit Nana. « Ma fille continuera son éducation. » Arjua revint à la maison ce jour-là en souriant, serrant fermement ses livres. « Je travaillerai bien » promit-elle. Nana hocha la tête. « C'est tout ce que je demande. » Elle commença à construire une maison modeste mais complète sur le terrain que Kojo avait laissé inachevé. Elle employa des travailleurs locaux et les paya équitablement. Certains des mêmes hommes qui s'étaient moqués d'elle travaillaient maintenant sous ses ordres, lui parlant avec un nouveau respect. Au marché, Nana Ama développa son commerce. Elle ajouta de nouveaux produits, tint des registres clairs et traita ses clients honnêtement. Les gens remarquèrent le changement. Il parlait de sa discipline, pas seulement de sa fortune. Un après-midi, une parente éloignée l'aborda prudemment. « Tu t'en es bien sorti, » dit la femme. « Beaucoup se seraient détruits avec une telle richesse. » Nana répondit simplement, « Je me souviens de la fin. » Paix resta à ses côtés. Nana veilla à ce qu'il soit bien nourri et soigné.
Tu as fait ce que les humains n'ont pas su faire, lui dit-elle un soir. Tu es resté. Malgré ses progrès, Nana-ama ne chercha pas vengeance. Elle n'insulta pas la famille de Kojo. Elle ne demanda pas d'excuses. Elle garda ses distances et se concentra sur l'avenir de sa fille. Puis une nouvelle lui parvint qui changea l'humeur de la communauté. Des fonctionnaires du gouvernement avaient visité le grand manoir familial où vivaient Papa Ebo et les autres. Après inspection, il fut déclaré que la maison se trouvait sur une route prévue. Il n'y aurait aucune compensation. Le bâtiment serait démoli. Les gens se rassemblèrent pour regarder les officiels marquer les murs. Quand Nana-ama apprit la nouvelle, elle ressentit une lourdeur étrange. Elle se souvenait d'avoir supplié pour une pièce, se souvenait des rires. Ce soir-là, elle s'assit tranquillement et parla à Arjua. « Nous avons plus que ce dont nous avons besoin. Peut-être devrions-nous les aider. » Arjua la regarda attentivement. « Ils ne nous ont pas aidés. » Nana hocha la tête. « Je sais. Pourtant, je dois réfléchir soigneusement. » Cette nuit-là, Nana-ama resta éveillée plus longtemps que d'habitude, déchirée entre compassion et souvenir. Elle ne savait pas encore qu'une réponse arrivait, une qu'elle ne pourrait ignorer. Le lendemain, la démolition commença. Nana n'y alla pas, mais la nouvelle lui parvint rapidement. La maison de Papa Ebo, autrefois centre de la fierté familiale, fut réduite en décombres. Les gens parlaient à voix basse de la rapidité avec laquelle le pouvoir pouvait changer de main. Nana-ama s'assit seule cet après-midi-là, comptant ses gains et révisant ses plans pour les mois à venir. Elle avait déjà mis de côté de l'argent pour l'éducation d'Arjua et son commerce en expansion. Il lui restait assez pour offrir de l'aide si elle le choisissait. Elle se souvenait des mots de Kojo, des années plus tôt, quand il parlait d'unité et de pardon familial. Elle se demandait ce qu'il dirait maintenant. Ce soir-là, elle dit à Arjua, « Demain, j'irai leur donner quelque chose. Pas beaucoup, mais assez pour les aider à se réinstaller. » Arjua avait l'air mal à l'aise. « Est-ce qu'ils te traiteront bien, cette fois ?» Nana sourit faiblement. « Ce n'est pas pour ça que j'irai. » Cette nuit-là, Nana rêva pour la première fois depuis la mort de Kojo. Dans le rêve, Kojo se tenait devant elle, calme mais sérieux. Il ne souriait pas, « Nana-ama, dit-il, ne leur donne rien. » Elle essaya de parler, mais sa voix ne vint pas. « J'ai enterré cet or moi-même, » continua Kojo. « Je l'ai fait parce que je savais ce que ma famille deviendrait. Je voulais vous protéger, toi et notre enfant. » Des larmes coulèrent sur le visage de Nana, même dans le rêve. « Ils se sont moqués de toi quand je suis mort, » dit Kojo. « Ils n'ont montré aucune pitié. Si tu retournes vers eux maintenant, tu ne feras que raviver leur cupidité. » Nana secouait la tête. « Ils n'ont plus rien. » Kojo la regarda fixement. « Ce n'est pas ton fardeau. Ton devoir est envers notre enfant. » Elle tendit la main, mais il recula. « Utilise ce que je t'ai laissé pour élever Arjua. Fais le bien. Ne te retourne pas. » Elle se réveilla brusquement, le cœur battant. Nana s'assit droite, fixant l'obscurité. Elle savait que ce rêve n'était pas ordinaire. La clarté de la voix de Kojo persistait. Quand le matin arriva, Nana-ama ne se prépara pas à rendre visite à ses beaux-parents. Au lieu de cela, elle se rendit au marché comme d'habitude et se concentra sur son travail. Quand on lui demanda pourquoi elle n'était pas allée les aider, elle répondit simplement « J'ai été guidée. » Ce soir-là, elle dit à Arjua, « Ton père m'a parlé. » Arjua écouta en silence. Nana-ama comprit alors que la gentillesse ne signifiait pas toujours donner. Parfois, cela signifiait savoir quand cesser de se sacrifier pour des gens qui n'avaient jamais valorisé son humanité. La vie de Nana-ama et de sa fille ne se contenta pas de se stabiliser. Elle se transforma. La douleur du passé resta un souvenir, mais elle ne la définissait plus. Elle refusait de vivre simplement comme une survivante. Elle choisit de vivre comme une bâtisseuse. Chaque décision qu'elle prit était intentionnelle. Chaque pas en avant était mesuré et discipliné. En 2 ans, la maison dont Kojo avait rêvé devint plus que complète. Elle devint impressionnante. La structure inachevée fut remplacée par une maison entièrement conçue, construite avec force et élégance. La cour fut sécurisée, les murs peints,
et les pièces meublées avec confort et ordre. Arjua avait sa propre salle d'études, un bureau approprié, des étagères remplies de livres, et l'espace calme que son père aurait voulu pour elle. Nana Ama ne décora pas la maison pour afficher sa richesse. Elle l'aménagea pour refléter la dignité. Chaque matin, elle regardait Arjua partir pour l'école en uniforme propre et chaussures cirées. Les frais de scolarité n'étaient plus un fardeau. En fait, Arjua fréquentait maintenant l'une des meilleures écoles du district. Elle parlait avec confiance et étudiait avec détermination. « Tu deviendras plus grande que tout ce qu'ils attendaient », lui disait souvent Nana. Son commerce de savon ne resta pas petit. Ce qui avait commencé comme une question de survie devint une stratégie. Nana investit judicieusement. Elle acheta de meilleurs équipements. Elle embaucha des travailleurs qualifiés. En peu de temps, sa petite production s'étendit à une usine enregistrée. L'usine offrait des emplois aux jeunes hommes et femmes de la communauté. Beaucoup d'entre eux s'étaient moqués de sa chute. Maintenant, il se tenait en uniforme, travaillant sous sa direction. Elle exigeait la discipline. Elle insistait sur des salaires équitables. Elle exigeait l'honnêteté. « Nous ne sommes pas là pour répéter les erreurs de la cupidité », disait-elle lors des réunions. L'usine grandit. Les commandes augmentèrent. Ses produits commencèrent à atteindre les villes voisines. Nana Ama devint connue non seulement comme une veuve qui avait trouvé un trésor, mais comme une femme d'affaires qui l'avait multiplié. Paix resta à ses côtés tout au long de ce parcours. Il n'était plus l'animal décharné traîné en avant avec moquerie. Son pelage était sain, sa force restaurée. Il marchait avec confiance dans la grande cour, souvent couché près de l'entrée comme un gardien silencieux. Les visiteurs le reconnaissaient immédiatement. « Voici le chien qui a tout changé », chuchotaient les gens. Et Paix se tenait fort, alerte et loyale. Alors que Nana Ama s'élevait, Papa Ebo et Tante Lydia tombèrent. Après la démolition de leur manoir, ils luttèrent pour se reconstruire. Sans les actifs de Kojo et sans la sagesse pour gérer ce qui restait, leurs économies se dissipèrent rapidement. Les investissements échouèrent. L'orgueil les empêcha de s'adapter. Papa Ebo, autrefois fier et autoritaire, marchait maintenant les épaules voûtées. Le collier traditionnel qui symbolisait autrefois l'autorité lui semblait maintenant un rappel de son pouvoir perdu. Tante Lydia, qui parlait autrefois avec mordant, évitait désormais les rassemblements publics. La même communauté qui les suivait autrefois commença à prendre ses distances. Un après-midi, Nana les vit au marché. Leurs vêtements étaient simples, leurs expressions réservées. Papa Ebo la regarda mais ne dit rien. Tante Lydia ne put soutenir son regard. Nana Ama ne s'arrêta pas. Elle ne se vanta pas. Elle n'offrit pas d'insultes. Elle se contenta de hocher la tête et continua son chemin. Ce soir-là, Arjua demanda, « Maman, es-tu satisfaite de les voir ainsi ?» Nana Ama réfléchit soigneusement avant de répondre. « Non, dit-elle. Leur condition n'est pas ma victoire. Notre discipline, si. » Des Paix, demanda Arjua avec un sourire. Nana Ama regarda vers la cour où Paix se tenait fermement près de la porte. « Il reste ce qu'il a toujours été, » répondit-elle. « Fidèle. » Alors que mère et fille rentraient dans leur maison achevée, Nana Ama réfléchissait à tout ce qui s'était passé. Il lui avait donné un chien par moquerie. Il l'avait privée d'un abri. Il s'attendait à ce qu'elle disparaisse discrètement. Au lieu de cela, elle avait construit un foyer plus solide qu'avant. Elle avait bâti une entreprise qui autonomisait les autres. Elle avait élevé une fille qui ne mendirait jamais pour être acceptée. L'insulte était devenue sa fondation. Le rejet était devenu sa discipline. Le chien qu'il lui avait remis en humiliation devint le symbole de son tournant. Nana n'avait pas besoin de vengeance. Sa prospérité parlait plus fort que la colère ne l'aurait jamais pu. Et dans la croissance constante de son foyer, elle trouva ce qu'aucun trésor seul n'aurait pu lui offrir, le respect, gagné et non exigé.